Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens. Comme vous le savez, pendant ces semaines qui nous séparent de l'élection présidentielle, nous invitons successivement tous les candidats à l'Élysée. Nicolas Sarkozy ayant décliné notre invitation, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Nathalie Kosciusko-Morizet, députée UMP, ancienne ministre du gouvernement Fillon et aujourd'hui porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy. Madame, bonjour. Bonjour. Avec moi pour vous interroger, des journalistes de médias chrétiens dans leur diversité. Corinne Laurent pour le quotidien La Croix. Bonjour. Clément Soudaille pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Maslow pour le réseau de radio chrétienne RCF. Bonjour. Alors, pour cette émission spéciale présidentielle, nous avons donc choisi quelques thèmes significatifs pour mieux cerner en quelque sorte la politique que Nicolas Sarkozy entend mener s'il est réélu, mais aussi quelle vision de la société il porte pour ces 5 années à venir. Alors, commençons par la politique et plutôt par une question d'ordre général. Les élus politiques, on le sait, ne bénéficient pas toujours d'une bonne image dans l'opinion publique. Alors, j'aimerais savoir que pourrait faire le président Sarkozy s'il était réélu pour réduire d'une certaine manière, et dans un sens ou dans un autre, ce divorce. Je vous propose 2 exemples précis, 2 cas concrets de figure. Un élu est condamné par la justice et est-ce qu'il envisage, lui, de lui interdire de se représenter ou de faire en sorte qu'il ne puisse se représenter? Autre cas de figure, assez connu et assez courant parfois, un ministre est mis en examen. Dans ce cas de figure-là, est-ce qu'il envisagerait de le suspendre automatiquement de ses fonctions? Alors, concrètement, un élu qui est condamné, il peut être condamné à une peine d'inéligibilité. Et à ce moment-là, naturellement, il ne peut pas se représenter pendant cette période-là. Pour le reste, si vous voulez, c'est le choix des électeurs. Et d'ailleurs, il faut que les électeurs, sur ce sujet, soient cohérents, comme sur tant d'autres, parce qu'ils réclament parfois des choses au niveau national qui n'appliquent pas forcément au niveau local. Concernant les ministres éventuellement mis en examen, en fait, c'est quasiment une pratique courante. Maintenant... mais on dit souvent mise en examen ne veut pas dire accusation, donc il y a parfois une réticence mais dans les faits, à reconnaître. Dans les faits, il y a eu des cas récemment, avec par exemple Georges Tron, dans les faits, quand il y a une mise en cause sur une personne, en général, on dit elle choisit de se retirer, et puis c'est... En revanche, je veux dire, au-delà de ces cas que vous citez, qui sont des cas judiciaires, Nicolas Sarkozy a aussi d'autres idées pour réconcilier les élus avec les Français, et d'abord d'en redessiner un peu la géographie et le nombre. C'est la réforme territoriale. Aujourd'hui, on a 6000 élus quand on fait la somme entre conseillers généraux et conseillers régionaux. Nicolas Sarkozy propose en fait de les fusionner en un conseiller territorial, ça a été voté, et d'en supprimer un tiers. 40% précisément, supprimer 2500 pour qu'il n'y ait plus que 3500. Pourquoi? Parce que l'addition des compétences, la multiplication des financements croisés entre les collectivités est source d'inefficacité et puis de multiplication de frais administratifs, de dossiers à faire. Il propose de simplifier ça. De la même manière, il propose d'associer les collectivités territoriales à l'effort de réduction des déficits qui est aujourd'hui mené de manière assez solitaire par l'État. Je vous donne un exemple. L'État, dans les dernières années, a diminué le nombre de fonctionnaires parce qu'on est un pays endetté et qu'il faut qu'on remette à l'équilibre nos finances publiques. Donc il l'a diminué de près de 150 000 de mémoire. Sur les 15 dernières années, les collectivités territoriales, elles, ont augmenté hors transfert de compétences de 450 000. Bon, ça, il faut que ça s'arrête. Moi, je vous le dis aussi comme maire d'une ville, je suis maire de Longjumeau, 22 000 habitants. Depuis 2008, les 2 premières années, j'ai baissé les impôts. Les 2 années suivantes, je les ai gardés stables. Et j'ai quand même des gens qui viennent en mairie avec leur feuille d'impôt en disant c'est scandaleux, ça a augmenté. Bah oui, parce que le Conseil général socialiste et le Conseil régional socialiste ont augmenté les leurs. Ça, de mon point de vue, ça peut pas durer. Il faut que l'effort soit collectif. Les élus sont dans cet effort collectif avec chacun, toutes leurs collectivités engagées. On reviendra peut-être sur cette réforme des collectivités locales. Je passe la parole à Romain Maslow pour RCF. Oui, sur le chômage et l'immigration, Nicolas Sarkozy a évoqué la possibilité de référendum. Alors on a du mal à comprendre, est-ce que c'est l'ultime recours, ces référendums, en cas de désaccord entre partenaires sociaux, ou est-ce que c'est vraiment une manière de diriger, assumée, prioritaire, ce qu'on est tenté de penser quand on voit que c'est la première des propositions du projet de Nicolas Sarkozy? Non, c'est le recours s'il y a un blocage. Pendant ce quinquennat, Nicolas Sarkozy a beaucoup réformé, et sans blocage, sur des sujets qui n'étaient pas faciles.
le service minimum dans les transports en commun. Vous vous souvenez, on disait que c'était une atteinte à ce droit constitutionnel qui était le droit de grève, qu'on devenait des briseurs de grève. Bon, finalement, d'ailleurs, plus personne ne le conteste. L'autonomie des universités, un an de manifestation quand même. Mais nos universités étaient en train de plonger dans les classements internationaux. Aujourd'hui, au contraire, elles rebondissent et plus personne ne conteste la réforme. La réforme des retraites, celle dont on disait qu'elle pouvait faire tomber 10 gouvernements, là aussi, ça a été des manifestations. Mais on sait bien qu'on vit plus longtemps, qu'il faut travailler plus longtemps. Donc on peut réformer sans blocage. Maintenant, ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est que s'il y a un blocage, il est prêt à passer par-dessus les corps intermédiaires, ceux qui bloqueraient, et à aller demander aux Français leur choix. Et notamment sur 2 sujets sur lesquels on peut craindre qu'il y ait un blocage. Le premier, c'est la formation des chômeurs. Alors comme ça a l'air d'être ça a l'air simple. Pourquoi ça bloquerait ? Ça bloquerait parce que la formation, c'est 32 milliards d'euros par an. C'est le montant de ce qui est investi en formation professionnelle. Et pour l'essentiel, ça ne va pas aux chômeurs. C'est moins de 4 milliards qui vont aux chômeurs. Ce qui explique qu'aujourd'hui, vous n'avez que 10% des chômeurs qui sont en formation. Et surtout, moi c'est un chiffre qui me choque beaucoup plus, vous avez 3 chômeurs sur 4 qui demandent une formation qui ne l'auront pas. Et celui qui l'aura sur les 4, il l'aura seulement au bout de 6 mois. Autrement dit, ça marche mal. L'argent ne va pas là où il y en a le plus besoin, les personnes qui sont au chômage, qui ont besoin de retrouver une qualification pour retrouver un travail. Et pourquoi ça se passe comme ça ? Notamment parce qu'il y a 15 000 organismes qui font la formation, qui vivent de la formation. Ces organismes sont gérés par les syndicats, par les collectivités territoriales. Alors vous comprenez bien que quand Nicolas Sarkozy dit faut changer ça, faut que l'argent de la formation aille en plus grande proportion aux chômeurs, ça risque de crisper tous ceux qui aujourd'hui ont des organismes de formation et éventuellement en vivent. Et il dit dans ces cas-là, on ira au référendum. Alors on reviendra sur l'immigration. Corinne Laurent a une autre question pour la Croix. Oui, est-ce que ce référendum est applicable, par exemple, à des problèmes de société, ou est-ce que Nicolas Sarkozy est également favorable à un référendum sur la moralisation de la vie politique, publique, comme le réclame François Bayrou ? Alors, oui, le référendum est applicable à des problèmes de société. C'est d'ailleurs la nouveauté de cette proposition de Nicolas Sarkozy. Traditionnellement, en France, on fait le référendum sur des questions d'institutions. L'organisation des pouvoirs publics, c'est ça que dit la Constitution. Oui, c'est des questions très institutionnelles. Oui, la Constitution ouvre d'autres cas. On peut faire référendum sur plein d'autres choses, mais la pratique, ça fait qu'on l'a porté sur des questions d'institutions, avec un succès mitigé, parce que quand on fait le référendum sur les questions d'institutions européennes, on a quand même du mal à motiver et à en faire le grand débat national que ça mérite. Et donc Nicolas Sarkozy propose, et je crois que c'est un mouvement, une grande modernité, de dire on peut faire référendum sur des questions économiques et sociales. Sur la moralisation de la vie publique, oui, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on met derrière. Pour moi, la moralisation de la vie publique, c'est par exemple d'avoir aujourd'hui la Cour des comptes qui contrôle tous les ans les comptes de l'Élysée. Par le passé, c'était même pas une fois tous les 5 ans. Vous vous souvenez du temps de Mitterrand, du temps des fonds secrets, on ne savait pas ce qui se passait dans tout ça. Aujourd'hui, la Cour des comptes vient tous les ans à l'Élysée, contrôle tout, et je vous rappelle que la Cour des comptes est dirigée par un socialiste, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a voulu comme tel. Ça participe, ça pas forcément à la moralisation, le terme n'est pas adapté en l'occurrence, mais de la diversité de la vie publique. Nicolas Sarkozy est très attaché à ça, à l'idée qu'un président de la République ne doit pas être sectaire. On n'est pas président d'une France, on est président de la France, on est président pour tous les Français, et il s'agit de reconnaître qu'il y a des compétences, des talents partout, et que la France doit pouvoir faire appel à tous ces talents. La France doit compter sur toutes ses forces, quelle que soit la couleur politique de son président. C'est certainement ça, une démarche et un tempérament qui le différencie aussi de François Hollande, qui dit régulièrement le contraire. Romain Mazneau. Oui, vous évoquiez Didier Migaud, donc président de la Cour des comptes. Justement, quel bilan dressez-vous, vous qui êtes connu pour un certain franc-parler, quel bilan dressez-vous de l'ouverture à gauche ? On se souvient que Nicolas Sarkozy a commencé son quinquennat avec 5 ministres de gauche. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucun. Qu'est-ce que ça a apporté, l'ouverture à gauche ? Ça a apporté des idées. Nicolas Sarkozy le dit en 2012, il le disait déjà en 2007. C'est vraiment quelque chose qui est très constant chez lui. Il ne se laisse pas enfermer dans l'idée qu'il y aurait des idées de droite et des idées de gauche, qu'il y aurait un peuple de droite et un peuple de gauche. Ces catégories de pensée, elles sont quand même assez dépassées. C'est bien celle du XXe siècle. S'il est réélu. Il faut savoir aller prendre toutes les bonnes idées là où elles sont. Quand Nicolas Sarkozy propose la taxe sur les exilés fiscaux, il y a des gens chez Mélenchon qui disent c'est notre idée.
tant mieux. Moi, je trouve que c'est une question de justice que d'inviter les exilés fiscaux à payer sur le capital la même chose qu'ils paieraient s'ils étaient en France. C'est ce que font les Américains. C'est d'ailleurs une incitation à rester en France, parce que tant qu'à payer la même chose, la France est quand même un beau pays et un grand pays. Et donc, c'est une bonne idée. Et si d'autres, et à gauche, l'ont lancé avant, tant mieux. C'est cette idée qu'il y aurait des territoires en quelque sorte politiques qui appartiendraient aux uns ou aux autres. C'est aussi ce qu'on dit quand on dit on chasse sur les terres du Front National. Parce qu'il a des terres, le Front National? Non. Ça veut dire quoi? Il y a des Français. Tous les Français, il y a des problèmes, il y a des idées, et on les prend là où elles sont. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des déceptions humaines sur des parcours personnels. Vous faites allusion au ministre d'ouverture. Dont plusieurs soutiennent Nicolas Sarkozy. Moi, je ne suis pas surprise du soutien. Les ministres d'ouverture, si vous voulez, sont des gens qui ont voté Ségolène Royal en 2007. Bon. On essaye de nous faire aujourd'hui un buzz et un événement autour du fait qu'ils votent François Hollande en 2012. Vous savez, quelqu'un comme Fadela Amara, elle a voté Ségolène Royal en 2007. Quand elle était au gouvernement, elle disait, ça avait fait scandale à l'époque, mais c'était la même chose, elle disait, j'ai toujours été socialiste, j'ai toujours voté socialiste, je voterai toujours socialiste et j'envisage de voter François Hollande en 2012. Elle disait ça pour le Congrès socialiste, je ne sais plus comment elle tournait ça, elle disait ça il y a plusieurs années. Donc c'est vraiment pas un scoop qu'elle vote François Hollande. Et d'ailleurs, si François Hollande ne recueille sur son nom que les voix qu'a recueillies Ségolène Royal, comme ces voix-là en 2007, eh ben, il fera 47%. Sauf là où c'est plus choquant et plus décevant, c'est cette organisation à quelques jours du premier tour, cette mise en scène très concertée, qui évidemment n'est pas innocente. Oui, là, c'est un peu choquant, ça marque une déception, ça reste une déception humaine, ça ne change rien au fond politique. Clémence Oudary, Radio Notre-Dame. Nicolas Sarkozy propose de conditionner le RSA à une évaluation périodique. Mais alors, que deviendront ceux qui ne donnent pas satisfaction en matière d'insertion? Là aussi, c'est une question de philosophie. Et de la philosophie, bien sûr, découlent des mesures et une pratique. Nous considérons que tous ceux qui peuvent travailler doivent être accompagnés vers le travail. Parfois, on ne peut pas travailler. C'est le sens de l'allocation adulte handicapé. Parfois, on ne peut pas travailler. Mais quand on peut travailler, les systèmes sociaux, y compris des systèmes qui sont des minima sociaux, ils ont vocation à vous conduire vers le travail. Et le RSA, c'est ça son objectif. Et force est de constater aujourd'hui que le RSA que nous avons créé, il fonctionne bien dans sa dimension éviter la pauvreté totale. Il y a 150 000 personnes qui, en fait, sont sorties de la pauvreté totale du fait du RSA. Mais il fonctionne moins bien dans sa vocation insertion et accompagner vers le travail. Ça marche moins bien. Et donc ce que Nicolas Sarkozy propose, c'est de prendre des dispositions pour que ça marche mieux. Ça veut dire d'abord demander aux bénéficiaires du RSA de travailler 7 heures par semaine, en étant payés pour travailler, donc ça permettra de bonifier aussi ce qui touche. C'est une question de justice, c'est aussi une question d'efficacité. Pourquoi? Parce que quand vous restez trop longtemps éloigné du travail, c'est compliqué de revenir dans ce rythme-là et dans cette logique-là. Et puis, évaluer, vous savez, le résultat d'une évaluation, ça va être, moi je le crois d'abord, que tout le monde les gens et les autres vont se motiver vers la reprise du travail. C'est comme quand on parle de la suspension des allocations familiales pour les enfants qui ne vont pas à l'école, enfin les parents des enfants qui ne vont pas à l'école. Au début, quand on a dit qu'on allait faire ça, les gens ont dit « Ah, c'est terrible, parce que ces familles en ont besoin et vous allez leur retirer les allocations familiales. » Mais vous savez ce qui s'est passé sur le nombre de familles, j'ai oublié le nombre, qui ont eu une alerte. Ça commence d'abord par 2 alertes. Première alerte, deuxième alerte, et après suspension des allocations familiales. Sur le nombre de familles qui ont eu une alerte, il y a plus de 99% des enfants qui sont revenus à l'école. Et en fait, de suspension d'allocation familiale, il y a eu que quelques dizaines de cas de suspension d'allocation familiale. Mais il y en a eu beaucoup plus qui ont eu une alerte. Simplement, les enfants sont revenus à l'école. Parce que quand on se montre ferme et qu'on dit clairement quel est notre objectif et quelle est la contrepartie d'un minima social ou d'une allocation, en l'occurrence, dans l'immense majorité des cas, les gens comprennent et y mettent en œuvre. Nous allons poursuivre cette émission Face aux chrétiens et nous poursuivrons avec des questions notamment relatives à la société. Je vous propose de marquer une très courte pause. Notre invitée aujourd'hui, Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy. Elle est interrogée par Corinne Laurent de La Croix, Clémence Oudary de Radio Notre-Dame et Romain Mazneau de RCF. Alors,
vous aviez fait allusion à l'immigration. Je vous propose qu'on reprenne ce thème, puisqu'on sait bien que Nicolas Sarkozy y fait allusion à de multiples reprises dans ses interventions. Il entend diviser l'immigration par deux. Je prends ce point-là et je m'y arrête quelques instants. Alors, puisqu'il s'agit, là, on est bien d'accord, d'immigration légale, cela veut dire, me semble-t-il, que cela concernera pour l'essentiel des restrictions plus sévères encore en matière de regroupement familial, mais aussi de droit d'asile. Alors, ma question est la suivante. Quand on sait que regroupement familial et droit d'asile, ça concerne l'essentiel de cette immigration légale, pourquoi avoir choisi cette division par deux? Parce qu'à la limite, on pourrait dire par 3, par 4, par 10? Non, d'abord, pourquoi vouloir réduire l'immigration légale? C'est parce que nous sommes bien obligés de constater que notre machine à intégrer est assez largement cassée. La crise, évidemment, n'y est pas pour rien. C'est-à-dire à partir du moment où on a cette situation de crise économique mondiale, on a une tension sur les questions économiques, on a une augmentation du chômage, l'intégration se fait encore plus difficilement. Aujourd'hui, parmi les immigrés en situation légale, ceux que vous citez, qui sont en France, on a 24% de chômage. Et on se dit, en matière de politique en faveur, en direction des étrangers, peut-être que ce sont eux qui sont prioritaires, leur trouver un emploi à eux. Il y a une autre raison, c'est qu'on demande énormément d'efforts aux Français en ce moment pour pouvoir garder à flot nos systèmes sociaux. Et il faut être cohérent, leur demandant autant d'efforts, il faut aussi pouvoir entendre tous ceux qui nous disent vous nous demandez des efforts, mais est-ce que tout le monde ne devrait pas participer dans toutes ces dimensions? Est-ce que c'est le moment d'avoir la même politique migratoire que par le passé? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose aussi à faire fonctionner? Et puis dernière chose, la machine à intégration. C'est-à-dire que la France, c'est pas sa tradition, c'est son ADN, ses gènes, c'est une communauté nationale. C'est pas une succession de communautés, c'est une communauté nationale. Donc quand nous accueillons des immigrés, nous avons vocation à les intégrer dans notre communauté nationale. Ça ne veut pas dire qu'ils perdent leur identité, mais on fait une communauté nationale. On n'est pas des Américains ou des Anglais, les Britanniques qui font comme ça, qui acceptent l'idée d'avoir une succession de communautés qui se juxtaposent. C'est pas ça notre idéal. Donc à partir de ça, ce qu'on dit, c'est, compte tenu de tout ce que j'ai dit là, il y a matière pour quelque temps à réduire l'immigration légale. Comment est-ce qu'on peut le faire? Les formations politiques parlent de ce risque que comporte l'immigration, notamment pour l'augmentation du chômage. Ce sont des thèses qui sont en effet proposées par des formations politiques, mais ces thèses-là datent de 1984, donc ce n'est pas forcément dû à la crise qu'on dit aujourd'hui on est en période de crise, donc l'immigration peut poser un problème. Non, mais je ne vous parle pas de thèse, moi je vous parle d'une réalité aujourd'hui qui est que 24% de la population immigrée en situation légale en France est en situation de chômage, c'est-à-dire plus de 2 fois la moyenne dans la population en général. Donc on a bien un problème et évidemment avec les tensions qu'il y a sur le marché du travail en période de crise, c'est pas amélioré. Donc ce qu'on propose, c'est tout simplement de poursuivre quelque chose qui a déjà été mis en place, qui est d'être ferme sur un certain nombre de conditions qui sont des conditions qui concourent à l'intégration des immigrés qui arrivent. On a mis en place des nouvelles conditions dans le quinquennat passé pour le regroupement familial, c'est-à-dire l'obligation, par exemple, d'avoir un logement de la taille nécessaire pour pouvoir accueillir sa famille. L'obligation d'avoir des revenus, qui soient des revenus du travail, en tout cas pas des revenus de l'assistanat, pour pouvoir accueillir sa famille. L'obligation de faire la démonstration qu'il y a un niveau de français, une acceptation des valeurs de la République qui permettront l'intégration. Nicolas Sarkozy propose très concrètement d'étendre ces conditions-là aux étrangers conjoints de Français. Pourquoi? Vous savez, très souvent, moi j'oublie là aussi à travers ma casquette de maire d'une ville, très souvent, les conjoints de Français étrangers qui arrivent sont des conjoints de Français récemment naturalisés. C'est une proportion importante d'entre eux. Donc on est déjà dans un processus d'intégration de la part d'une intégration qui est en train de se faire. Donc le risque, c'est d'avoir une personne qui arrive, qui ne parle pas du tout français, qui est dans un processus qui n'est pas spontanément un processus d'intégration, et pour dire les choses, avoir une femme enfermée dans son appartement par un mari qui n'est pas très désireux de la laisser sortir, et comment elle va élever ses enfants? Et comment ça va se passer, l'intégration de ces enfants, qui eux d'emblée seront français, si leur mère ne parle pas,
ne communique pas avec l'extérieur et quasiment ne sort pas. Et bien nous disons, on va étendre dans ces cas-là, donc le regroupement, enfin le faire venir des conjoints étrangers de Français, on va étendre un certain nombre de critères qu'on a mis en place pour le regroupement familial. C'est une des mesures qu'on peut prendre et qui concourt en fait à limiter l'immigration légale. Corinne Laurent-Lacroix. Nicolas Sarkozy évoque beaucoup la question des frontières dans ses meetings. Comment compte-t-il rallier ses partenaires européens sur une révision des règles en vigueur? D'abord, la question des frontières, c'est un thème qui dépasse la question de l'immigration. Quand on parle de frontières, on parle aussi de frontières politiques. Est-ce que l'Union européenne a vocation à s'élargir indéfiniment? Nicolas Sarkozy dit par exemple non, la Turquie non. La Turquie non. On n'est pas pour l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne. On parle aussi de frontières économiques. C'est le Buy European Act, cette idée qu'on veut une réciprocité pour nos marchés publics. Ce que font les Américains. À partir du moment où il y a un marché public, dire que les entreprises qui peuvent bénéficier de ce marché public sont soit celles qui produisent en Europe, soit celles qui viennent de pays qui eux aussi ont ouvert leur marché public. Aujourd'hui, le Japon, ils ont ouvert seulement le secteur de l'eau. La Chine, ils n'ont rien ouvert du tout. Donc c'est quand même pas la réciprocité. On accepte leurs entreprises et leurs investissements. Ils ne prennent pas les nôtres. Donc les frontières, c'est tout ça. Et derrière cette idée des frontières, il y a l'idée que les pays qui réussissent dans la mondialisation sont des pays dans lesquels la nation est forte, sont des pays qui sont fermes sur leurs frontières et sur leur identité, sont des pays qui sont d'autant plus actifs, qui ont d'autant plus de succès dans la mondialisation, qui savent qui ils sont. Et que donc nous devons accepter, nous aussi, nous devons mettre en œuvre des politiques pour redire qui nous sommes, pour le définir. Être ferme sur notre identité, ça n'est pas nous refermer, c'est nous donner les moyens de nous ouvrir. Si vous regardez les Chinois, les Brésiliens, les Indiens, ils sont fermes sur ces questions-là. Hein. Clémence Oudary, Radio Notre-Dame. En matière d'éducation, quelles mesures prendre pour que tous les enfants entrant en 6e possèdent de la lecture, l'écriture, comme le demande Nicolas Sarkozy? D'abord, il y a ce qui a été mis en place, qui commence à donner ses fruits, qui est le socle fondamental au primaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 3 ans. On a été un peu brocardés quand on a mis ça en place, parce qu'on nous a dit, oui, vous réintroduisez le par cœur, les méthodes traditionnelles, la dictée. Et donc on nous avait dit, c'est le retour à l'école de grand-papa. Mais ça marche. C'est-à-dire que ça a été mis en place de mémoire dans les programmes 2009. La dernière enquête PISA, elle date... PISA, c'est l'enquête de l'OCDE. C'est une enquête indépendante qui est faite sur tous les écoles de pays de l'OCDE. Elle date de 2011. En 2 ans, on avait, je crois, 20% d'élèves en moins en difficulté de lecture au CE1. C'était retour aux fondamentaux. Voilà, on fait retour aux apprentissages fondamentaux au primaire. Et Nicolas Sarkozy propose d'ailleurs de poursuivre ce mouvement sur la 6e et la 5e, ce qui permettra de lisser le passage entre CM2 et 6e, qui est parfois un peu brutal pour les enfants. Il voudrait qu'en 6e et en 5e, on ait 2 profs référents, un prof qui fera maths et sciences, un prof qui fera français et humanité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas les autres matières, mais ça veut dire qu'il y aura des profs qui auront des gros horaires. Qu'est-ce qu'on fait pour les élèves qui sont les plus en difficulté? Aujourd'hui, sur le primaire, on a mis en place ces 2 heures de soutien par semaine, qui marchent bien. C'est du soutien par petits groupes pour les élèves qui sont en difficulté moyenne. On a un souci, qui sont les élèves qui sont en très grande difficulté. Un élève qui est en difficulté cognitive, psychologique, familiale, problème d'orthophonie. 2 heures par semaine en petit groupe, en fait, ça va pas être forcément suffisant. Et donc là, Nicolas Sarkozy propose de mettre en place un nouveau dispositif qui a été expérimenté dans certaines écoles, qui fonctionne bien. Pour les élèves vraiment en très grande difficulté, c'est au tournant entre la grande maternelle et le CP. De repérer ces élèves-là, mettre en place un conseil de soutien qui sera co-présidé par le directeur d'établissement et le maire dans chaque école, et le doter de 2 000 € par enfant à l'année. Pourquoi le doter? Parce que ces enfants-là, ils ont des besoins très spécifiques qui peuvent être différents. Donc c'est pas juste la question d'avoir un maître en plus, c'est pas ça forcément le sujet pour eux. Il y en a qui auront besoin d'aller chez un psy, il y en a qui auront besoin de dépenses d'orthophonie que les parents pourront pas forcément assumer et d'ailleurs auxquels ils penseront pas forcément parce qu'il y a des parents qui vont pas être dans cette culture-là. Et donc ce conseil va avoir un budget en quelque sorte par enfant à dépenser pour l'enfant
pour pouvoir le sortir de là. On considère, vous avez 750 000 élèves à peu près par génération en primaire, on considère qu'il y en a 100 000 qui aujourd'hui sortent du primaire avec des grosses difficultés. Donc c'est à peu près 100 000 élèves par an qu'il faudrait pouvoir aider de cette manière-là. Une dernière courte question de Romain Masneau, RCF. Après les enfants, je voulais parler des personnes âgées. La dépendance, c'est l'un des chantiers inaboutis du gouvernement. Comment prendre en charge cette question? Est-ce qu'il faut en passer par une cotisation, par la solidarité nationale? Est-ce qu'il faut obliger toute personne dès 50 ans, par exemple, à souscrire à une assurance privée? Quelles sont les pistes possibles? Peut-être sur les orientations, pardonnez-moi, parce qu'il reste très peu de temps. Bon, on a fait un travail là-dessus pour hein. repérer les pistes. C'est Roselyne Bachelot qui a fait un travail absolument considérable. Il y a probablement un bouquet de solutions à mettre en œuvre. On nous reproche de ne pas l'avoir fait pendant ce quinquennat. Je comprends très bien ce reproche, parce que c'est vrai qu'on avait dit qu'on le ferait pendant ce quinquennat. On a eu des crises énormes, on a la crise de la dette et ça coûte cher. Parce qu'en fait, il faut pouvoir mettre en œuvre des systèmes de soutien additionnels. Donc Nicolas Sarkozy s'est engagé à le faire en 2013. Pourquoi en 2013? Parce qu'on est en train de réduire nos déficits. Ça marche, on les réduit plus vite que prévu. Et en 2013, c'est l'année où on doit être à 3% de déficit. 3%, c'est le moment où on commence à rembourser le capital plus vite que les intérêts. Donc c'est le moment où on commence à se désendetter. On pense que c'est sérieux de pouvoir mettre en œuvre ça, qui est important, mais qui est lourd financièrement, l'année où on commencera à se désendetter. Alors c'est sur ce dossier de la dépendance sur lequel nous aurons bien entendu l'occasion de revenir que je vous propose de conclure. Merci Nathalie Komorizet d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez revoir naturellement cette émission sur les sites respectifs de nos médias. Ne quittez pas cette émission puisque dans quelques instants nous recevrons Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste et aujourd'hui porte-parole du candidat François Hollande. A tout de suite.